Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Mining News, premier magazine télévisé entièrement dédié au secteur minier et proposé par TEMAC, une agence de communication spécialisée dans le secteur. Au sommaire de cette émission, il vous sera présenté un reportage sur les impacts de l'exploitation illégale à Kalana, une interview exclusive avec le professeur topographe et ingénieur Monsieur Diala Konaté pour aborder en avant-première le sujet d'actualité du moment, l'audit minier. Le Conseil national de transition s'engage pour le contenu local. Et pour conclure, un entretien avec notre invité spécial, Ismaël Sibi, PDG de la raffinerie d'or malienne Marina Gold. Bienvenue à tous. Depuis le temps de Kankou Moussa, il y a donc plus de 700 ans, le Mali connaît et maîtrise l'art de l'orpaillage traditionnel. Néanmoins, l'exploitation illégale comporte de nombreux dangers pour les orpailleurs eux-mêmes, les femmes et l'environnement. Plus d'explications dans ce reportage sur l'exploitation illégale à Kalana, au Mali. Bon, ne hakilina ye min ye olu ka prévention yɔrɔ la an bɛɛ ye baarakɛlaw de an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kuya parce que o bɛ na ni minnu ye n'an ka mɔgɔw b'u dɔn ni kɔlɔlɔ t'o la o ka kan na mais n'an ka mɔgɔ t'o dɔn o ye kɔlɔlɔ de. Kɔlɔlɔ bɛ yen parce que jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛna minnu na baara kɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ baara minɛ min sɔrɔ minnu bolo o t'anw bolo yan nɔ anw baara kɛ n'an ka kalajanw de. O la sisan i b'a sɔrɔ u ka sɔrɔ bonya n'an ta ye. Bon o ka nali kɔlɔlɔ ye min ye o bɛ yɔrɔ minnu minɛ donc an tɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ la tuguni o bɛ na ni min ye produit minnu ye mercure ninnu ye o ye kɔlɔlɔ de y'an ma o ka mercure ninnu ye kɔlɔlɔ de parce que mercure yɛrɛ n'a donna ji la n'i y'a ji min a bɛ n bana bon minɛnw bɛ mɔgɔ bila dama kɔnɔ ji ninnu minni la. I b'a sɔrɔ n'an kan ka ni dɔ sɔrɔ n'olu bɛ yan nɔ a kɔni an bɛ ni tila ni ɲɔgɔn cɛ de. Kɔlɔlɔ ye min ye n'a sɔrɔ a sanu min bɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ taa Mali fan fɛ n'a bɛ taa Mali fan fɛ kɔlɔlɔ t'o la mais n'a bɛ taa sira wɛrɛ kan o ye kɔlɔlɔ dɔ ye. Bon olu bɛ dingɛ minnu sen olu bɛ sanu min sɔrɔ an tɛ se k'o sɔrɔ bon n'i y'a kɛ an yɛrɛ y'o baarakɛminɛnw sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'o dingɛ ɲɔgɔn sen pour que an yɛrɛ k'o sɔrɔ o nafa an ta nafa ka bon n'olu ta ye. A kɔlɔlɔ yɛrɛ u ka mansin n'a sigila yɔrɔ min yɛrɛ la o yɔrɔ dugukolo yɛrɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni yiri tɛ se ka turu tuguni foyi tɛ se ka kɛ tuguni. Bon yan mɔgɔ minnu tɔɲɔnnen don damada la yan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman tɔɲɔnnen don i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye kilandɔ dɔw bɛ yen olu tɔɲɔnnen don muso dɔw fana bɛ yen mun bɛ ni kilandɔ ye kaba tigɛ mun bɛ a jurukun muso mun b'a jurukun ta olu dɔw fana tɔɲɔnnen don. Denbaya kɔnɔna na a fɔlɔ tɛ bɛnbaliya ye wa tɔnɔ wari min mana sɔrɔ u bɛ bɛnbaliya kɛ musow ni cɛw ni ɲɔgɔn ani kɔngɔ u bɛ taa dama na sani u yɛrɛ ɲuman dama ka bɔ i bɛ kɔngɔ min bɛ kɛ du kɔnɔnaw ala yɛrɛ dɔrɔn de ma denmusomaninw les filles olu kɔni olu bɛ dama na dɛ. Bon an ka jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ min tigɛ u kan ka fɛɛrɛ min tigɛ ka dan sigi olu la pour que o ko kana se ka ɲɛtaga sɔrɔ an ka yɔrɔ la cogo min. Enquête kɛ baliya de don. Ni Mali faamaw wulila ka jɔ ka enquête kɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. N'a fɔ sisan ka yala damadaw la ni mɔgɔ ninnu ye an ka baarakɛlaw ye ubiyɛn ni jamana wɛrɛ baarakɛlaw ye k'olu déplacer ka bɔ ɲɔgɔn na jamana wɛrɛ baarakɛlaw kan ka cogoya min na u kan ka kɛ ten pour que jamana fana ka sɔrɔ olu bolo cogoya min na ka sababu kɛ an minnu baara ka na an bolo la ka sanu ɲini a sanu ta jamana kunna an b'an nin sɔrɔ dɛ mais sanu ta jamana kunna an bɛ se ka fɔ sanu ta jamana kunna parce que jamana bɛ nafa min sɔrɔ a la an minnu baara kɛ an wɔsilen an t'o sɔrɔ a la u kan ka wuli ka jɔ kɛ k'an dɛmɛ ni baaraminɛnw ye pour que an bɛ se ka sanu sɔrɔ cogoya min na ka bɔ dugukolo la.
C'est l'information dont tout le monde parle actuellement. Il s'agit de l'audit minier. Pour décrypter et comprendre ce dont il s'agit et quels sont les vrais acteurs réellement impliqués dans cet audit, nous avons rencontré M. Diala Koudaté qui porte plusieurs casquettes, dont celle d'économiste, de professeur et d'ingénieur. J'ose espérer que cet audit a été fait sur pas que l'axe fiscal, mais qu'il soit effectué sur beaucoup d'axes qui vont prendre en compte tous les éléments qui concourent à mieux comprendre comment un projet minier est développé et comment c'est conduit dans la phase opérationnelle. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire de cet audit, mais ça ne sera que dans le cadre de la spéculation, dans la mesure où on ne sait même, en tout cas moi particulièrement, je ne sais même pas suivant quel axe et quel axe ils ont eu à faire à conduire leur étude. Même guider les gens, ceux qui comptent auditer en termes d'informations ou de données qui vont venir de la production métallurgique, qui vont venir des rapports, n'est-ce pas, trimestriels ou rapports financiers. Franchement, tout ce que les gens vont dire, comme vous l'avez bien dit au départ, ce n'est que de la spéculation. À l'époque, c'était le ministre Diane Semega qui était là. Quand une mine, on l'ouvre, c'est sur la base d'une étude de faisabilité qui dit telle durée de vie, nous allons faire ça. Maintenant, quand on fait l'audit, les rapports qui sont effectués mensuellement, trimestriellement, annuellement, doivent être pris en considération, comparés à ce qui a été dit dans l'étude de faisabilité. Et donc, on peut faire un suivi de ce qui a été fait en pratique à tel moment précis pour pouvoir donner les variations de ce qui a été prévu et ce qui a été fait réellement, réalisé. Mais les compagnies qui ont été auditées pour l'exploitation de l'or, je parle sous le contrôle d'un haut responsable d'une de ces compagnies lorsque l'audit a été présenté aux hautes autorités et que nous qui sommes dans le secteur, qui sommes obligés de comprendre qu'est-ce qu'un tel audit ressort concernant notre secteur, parce qu'il y a des points qui, comme le code minier que j'ai pris en vol, que nous rejetions tous dès le départ. Ce code est vraiment inapproprié pour notre secteur. C'est un code rétrograde, je dirais. Alors, tout le monde l'a rejeté et tu ne trouveras pas un seul acteur dans ce secteur qui va applaudir ce code-là, depuis qu'il est mis en pratique. Parce que là, franchement, il y a beaucoup de mesquinerie là-dedans, qui n'honore pas ce secteur, vu son rôle vital dans l'économie malienne. Voilà un peu pourquoi je conviens avec cette proposition qui est dans leur étude, dans l'audit, qui rejette carrément. J'ai personnellement posé la question de savoir quels étaient les critères de choix du groupe qui a été finalement mis au travail suivant cet appel d'offres. Moi, je n'avais pas vu cet appel d'offres avant. Je n'avais pas su auparavant qu'il y avait eu même un choix d'un consultant qui a été abrogé pour faire des appels d'offres. Voilà, encore, on revient sur la façon de communiquer qui je trouve, sans risque de me tromper, qu'il faille revoir. En 2002, c'était exactement la même question. Est-ce que l'or brille pour le Mali? Si l'audit arrive à sortir des mesures correctives ou des plans d'action à suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter le gain du Malien lambda là-dedans,
par le canal ou le biais du contenu local, nous pouvons compter ça comme un avantage pour le Mali et pour les Maliens. On peut impliquer la Chambre des mines, on peut impliquer cette coalition où, dans sa globalité, le comité de pilotage de l'ITIE, et l'ITIE même en question, au moment de la publication du rapport final, on peut associer naturellement toutes les compagnies qui ont été impliquées, qui ont été auditées, et les agents du service public. Tous les acteurs, les vrais acteurs, doivent être conviés, tous les acteurs de la communication, des médias écrits, les médias visuels. Pour moi, cela va sans dire. Et quand je parle de tous les acteurs, ce débat doit être, n'est-ce pas, piloté même, je dirais, par TEMAC, comme maître de cérémonie. Le Conseil national de transition, organe législatif du gouvernement de transition, s'attaque au gros dossier du contenu local. En effet, en partenariat avec l'association Fermali que nous avons pu rencontrer lors de nos dernières émissions, le CNT travaille sur un projet de proposition de loi sur le contenu local. Nous avons pu assister au symposium organisé pour la remise du rapport de ce projet au CICB le 14 avril dernier que je vous propose de suivre. Le projet de proposition de loi est né d'un partenariat entre le Conseil national de transition et le Front pour l'émergence et le renouveau du Mali, Fermali, qui a été à l'initiative d'une démarche participative qui a conduit à un symposium sur le contenu local et qui a abouti à l'élaboration d'un projet de proposition de loi sur le contenu local en République du Mali. Si on laissait tout à l'État ou à la DNGM, ce ne serait pas fait. Mais à une structure pareille, ils ont l'obligation de résultat parce que tu ne peux pas exister comme ça. Bon, maintenant, je vais rebondir sur un truc où il a parlé du fait que est-ce qu'on va toujours laisser ça au ministère des Mines. Bon, en fait, c'est un domaine spécifique où c'est le ministère qui est en charge du dossier. Nous avons trouvé qu'il y a des questions énergétiques, des questions d'infrastructures routières, environnementales, il y a les problèmes du contenu local. Donc nous nous sommes dit que ça doit en principe dépasser la seule autorité du ministère des Mines. J'ai été très émerveillé. J'ai été très émerveillé que le CNT vraiment a pris à bras le corps l'application de ce contenu local, vu que c'est un secteur qui permet au moins de développer le développement économique au niveau du pays. Donc c'est un rajout au développement économique du pays. Fermali attend que les autorités, les plus hautes autorités vraiment puissent s'investir davantage pour que la notion du contenu local ou la problématique du contenu local soit une réalité dans notre pays. Le dernier message s'adresse aux autorités de la transition, au gouvernement de la République du Mali et surtout aux membres du CNT. Quand vous évaluez un peu les dépenses d'exploitation dans les sociétés minières du Mali, ça va dans les environs de 2000 milliards, sinon plus. C'est vous dire, c'est l'équivalent du budget national du Mali. Et notre objectif, c'est de capter à court, moyen et long terme au moins 80% de ces dépenses d'exploitation. Donc cela va impacter positivement le quotidien de l'ensemble du peuple malien. Et à présent, place à notre invité spécial, Monsieur Ismaël Sibi, PDG de Marina Gold. La raffinerie d'or malienne est reçue par Inatal dans cet entretien exclusif. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez sûrement entendu parler de son entreprise. Il s'agit de la première raffinerie à capitaux 100% maliens. C'est un jeune malien autodidacte et après une belle et riche expérience à Hong Kong, il rentre à Bamako pour fonder
un comptoir de vente d'or, puis la raffinerie Marina Gold. Cette raffinerie qui a d'ailleurs signé l'année dernière une convention de partenariat avec l'État pour le raffinage d'or au Mali. Mining News reçoit aujourd'hui Monsieur Ismaël Sibi. Bienvenue Monsieur Sibi. Merci madame. Alors commençons tout de suite avec notre première question. Quelles ont été vos motivations en créant votre première raffinerie, la première raffinerie malienne, Marina Gold? Merci pour cette question. Tout d'abord, je remercie Tumac et son équipe pour cette invitation et cette opportunité à nous exprimer sur vos plateaux. Ce qui nous a poussé à créer la première raffinerie au Mali est que notre pays est le 3e producteur d'or en Afrique et qu'au moment de notre implantation, il n'y avait pas de raffinerie. Donc nous avons jugé nécessaire que de faire une raffinerie, ça va ajouter de la valeur à notre ressource qui est l'or. Il n'y avait pas du tout de raffinerie, vous êtes les premiers donc arrivés au Mali? Je pense que nous étions le premier. Okay. Nous étions le premier. Il y avait le projet des Kankoumoussa, mais Marina Gold en 2015 déjà était opérationnel. Depuis 2015, très bien. On entend souvent dire que l'État devrait faire en sorte que l'or des entreprises extractives soit raffiné localement, c'est-à-dire au Mali, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous qui êtes une raffinerie privée, dites-nous, expliquez-nous concrètement comment est-ce que l'or peut briller davantage pour les Maliens avec une raffinerie. L'or ne brille pas pour le Malien. Quand les gens entendent que l'or ne brille pas pour le Malien, ça veut dire qu'il y a des grandes mines qui sont des compagnies internationales et ils exploitent et ils amènent leur or vers la Suisse ou la Sud-Afrique pour être raffiné. Et il y a aussi l'or artisanal qui est souvent qui part directement à Dubaï ou dans des autres capitaux. Donc c'est pour ça que les gens pensent que l'or ne brille pas pour le Malien, l'or nécessité d'avoir une raffinerie au Mali. Alors que déjà il y en a 2 raffineries au Mali. Donc qui sont là, mais qui ne trouvent pas d'or à raffiner. Et donc du coup, pourquoi on raffine? Pourquoi ils ne trouvent pas d'or à raffiner? Pourquoi? Pourquoi ils ne trouvent pas d'or à raffiner? C'est une belle question, une bonne question, je veux dire. Pour que nous, le raffineur, nous trouvons l'or à raffiner, il faut que l'État crée des conditions. Ces conditions sont nécessaires pour que le contenu local, on dit aujourd'hui, on entend beaucoup parler aujourd'hui de contenu local dans le secteur minier. Il y a eu tout juste récemment un audit minier pour le Grand Mine. L'État veut aller dans ce sens, mais nous, on ne voit pas l'or. Donc, comment voir l'or? Il faut que l'État crée des conditions, qu'il y ait une partie de cet or qui est produit par le Grand Mine soit raffiné au Mali par le raffinerie locale. J'aimerais vous parler d'orpaillage traditionnel. Que pensez-vous des conséquences de l'orpaillage traditionnel sur le pays et plus particulièrement sur l'économie du Mali? L'orpaillage traditionnel d'abord, c'est une pratique ancestrale qu'on a commencé, qui est en vogue depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas changé. Et maintenant, avant, les gens utilisaient pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, dans les petites communautés. Et maintenant, ça a un effet néfaste sur notre environnement d'abord, et ça ne rentre pas dans l'économie réelle, ce qu'on dit toujours proprement dit. L'orpaillage, aujourd'hui, ça a un effet... bon, il y a beaucoup de monde dans l'orpaillage, mais ça n'est pas en train de donner... Le Mali ne trouve pas son compte dans l'orpaillage parce que ce n'est pas encadré, ce n'est pas statifié, et le revenu ne rentre pas dans le commerce, dans la balance du commerce extérieur du Mali, parce que si on parle d'exportation d'or, on parle de balance commerciale. C'est que le Mali fait le commerce avec les autres pays. Est-ce que les rapatriements sont faits en bonne et due forme? C'est ça qui compte. Donc aujourd'hui, en termes de statique, souvent on parle de 6 tonnes, souvent on parle de 12 tonnes, souvent on parle de 20 tonnes. On ne connaît pas réellement quel est l'impact de l'orpaillage au Mali, en fait, sur l'économie ou sur le bien-être de l'environnement et des hommes qui le pratiquent aujourd'hui. Mais alors, pourquoi, malgré tout ça, pourquoi cette pratique, elle perdure?
Le pratique perdu parce qu'il n'y a pas eu de solution concrète, ni de la part de nous-mêmes les acteurs, ni de la part du gouvernement. Ça perdure parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie. Donc moi je pense qu'il faut montrer, il faut créer d'autres solutions pour que ça soit économiquement viable pour les collectivités locales et pour l'État et pour les acteurs même en fait. Mais qui? Vous dites il faut, mais qui devrait créer ces opportunités? Mais je pense que quand on parle de l'opportunité de loi et de conditions, c'est l'État. C'est l'État qui devait créer ces conditions. Les conditions devaient être créées par l'État et ça devait être mis en œuvre par les acteurs. Donc, vous aviez parlé du manque de formalisation de l'orpaillage traditionnel, de la pratique. Est-ce que vous avez d'autres idées aussi pour moderniser l'orpaillage traditionnel? Oui, aujourd'hui, l'orpaillage traditionnel devait passer à une phase de mécanisation, à une phase de coopération. Et je pense qu'il y a toujours des idées de coopératifs qui sont en gestation. Il y a la fédération des orpaillages, il y a la confédération des orpaillages de consonnes. Moi, je pense que ça devait passer à une formalisation, à une mécanisation. Aujourd'hui, ce que les machines peuvent faire aujourd'hui, il y a 1000 hommes qui ne peuvent pas faire. Et qu'on parle que le chinois, je peux un peu m'aventurer sur d'autres trucs. Les Chinois, ils viennent avec des machines aujourd'hui, ils détruisent notre nature, et ce qu'ils trouvent, nos orpailleurs ne trouvent pas. Et qu'aujourd'hui, c'est en train de créer des conflits entre les orpailleurs et ces Chinois aujourd'hui qui sont sur place illégalement en fait. Donc, on a des étrangers qui arrivent à faire une sorte d'orpaillage traditionnel moderne avec des machines, et les Maliens qui n'arrivent pas à suivre, si je comprends bien. Exactement. Il y a les Chinois qui sont là, ils ont des équipements, ils ont des machines, ils sont en train de faire l'orpaillage alluvionnaire plus que ce que nos orpailleurs font. Donc il faut que les orpailleurs nationaux ou les acteurs nationaux se mettent ensemble, créer un système de mécanisation qui peut valoriser, d'abord qui peut protéger notre environnement, ça c'est un, qui peuvent créer des économies locales dans les collectivités là où ces opérations sont, qui peut encore formaliser, c'est-à-dire même professionnaliser ces orpailleurs à des pratiquants formels qui protègent l'environnement, qui protègent leur santé, leur vie, et encore qui peuvent gagner de revenus plus 2 ou 3 fois de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si je récapitule, vous parlez donc de formaliser et de mécaniser et de faire en sorte que les acteurs se mettent tous ensemble. Mais là, en fait, on est en train de parler de créer une mine à part entière, une petite mine. Exactement. Il faut que le Malien... Bon, on part encore à la première question qui dit pourquoi l'or ne brille pas pour le Mali. L'or ne peut pas briller pour le Malien tant que nous-mêmes nous ne mettons pas au devant des choses en fait. Donc pour que l'or brille pour nous, il faut qu'on se met ensemble, on met un fonds ensemble. Ces fonds va créer et exploiter de mines industrielles, même si c'est à petite échelle formalisée, et qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer ce que je veux dire, la prospérité partagée en fait. Donc, s'il y a une petite mine aujourd'hui qui peut produire 2 kilos ou 3 kilos par jour, et qui peuvent mettre dans chaque 2 ans ou 3 ans, qui peuvent créer une autre petite mine, dans 10 ans, nous sommes à plusieurs petites mines, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer de business connexes, qui peuvent investir localement, qui peuvent faire des routes, des écoles, de maternité et consorts. Mais tout ça, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que, ok, non, si ce n'est pas le fonds étranger, on ne peut pas marcher. Alors que la réalité n'est pas ça. Le fonds étranger, c'est comme de millions ou de milliers de personnes qui sont mises ensemble pour créer ces sociétés étrangères qui sont là. Nous, en tant que Maliens, on peut se mettre ensemble pour créer ces petites mines. On peut mettre le fonds, 5 milliards, 10 milliards, même 20 milliards au Mali aujourd'hui, il y a l'argent. Il y a l'argent, il faut faire appel à des gens qui sont engagés. Il faut qu'on soit engagés nous-mêmes pour vraiment créer ces petites mines
qui peuvent nous amener la prospérité, qui peut faire briller l'or pour le Malien. Donc vous avez dit qu'il y a de l'argent, que l'argent est là au Mali, qu'on peut trouver des gens qui peuvent investir 5-10 milliards. Mais comment faire pour que justement ces investisseurs qui sont là au Mali, ces opérateurs économiques, comment faire pour qu'ils investissent dans ces mines? Bon, déjà, je pense qu'il y a les gens qui s'y connaissent dans le milieu, qui sont déjà prêts à contribuer à mettre en place ces fonds. Et secondo, les gens nous croient. Nous devons croire en nous-mêmes d'abord. Nous devons croire que nous aussi, on peut faire ce que les étrangers sont en train de faire. D'abord, on a les ressources, on a les mines, on a les terres, on a le permis. C'est ça la première chose. On a les ressources connues. On a des permis qui sont en permis d'exploitation avec des estimations connues. Donc maintenant, comment amener les gens à investir dans ce sens-là? On a un groupe, on a un consortium que nous sommes en train de mettre en place bientôt, qui sont prêts à investir. Et d'autres choses, il y a des banques. Il faut que les banques aussi, aujourd'hui, il faut que les banques regardent la vérité en face. La prospérité en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, c'est dans les mines. Il faut que la banque voit ces réalités. Bon, les investisseurs comme l'INPS, parce que l'INPS devait créer, en investissant, l'INPS est en train de créer de nouveaux clients pour eux-mêmes, en fait. Parce que sur chaque mine, il y aura des centaines d'employés qui seront aussi adhérents à l'INPS, qui vont contribuer à l'INPS. Donc, je pense dans ce sens, l'INPS devait, au lieu de garder leur argent dans les banques et ne peut avoir rien, je pense qu'ils devaient prendre le risque pour investir cet argent en créant la prospérité pour le Malien. Nous sommes dans un plateau télé, c'est peut-être le moment justement de faire un appel aux investisseurs et aux opérateurs économiques pour investir dans votre consortium, investir dans les petites mines. C'est le moment, à vous la parole. Bon, nous faisons appel aux Maliens qui ont de quoi à investir aujourd'hui, que d'investir pour la reconstruction du Mali et pour la prospérité pérenne. Ça sera dans le mine aujourd'hui qui va être un boom dans le futur. Bon, en procédant, nous allons faire un appel public, nous allons faire une communication publique, comment les procédés seront faits et comment un investisseur peut adhérer et sur combien de temps. Merci pour ces réponses. Nous allons conclure sur un point que nous avons abordé dans l'introduction. Vous venez de signer, l'année dernière, vous avez signé une convention avec l'État, avec la DNGM, la Direction nationale des géologies et des mines, pour le raffinage de l'or du Mali dans votre raffinerie. Où est-ce que ça en est? Bon, cette convention suit son cours jusqu'à présent. L'État a une lourdeur, on le comprend, mais je pense que ça aboutira. Merci Monsieur Sibi, merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère peut-être vous revoir sur notre plateau. Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur notre magazine Mining News, le premier magazine spécialisé dans l'actualité minière. Nous nous revoyons le mois prochain pour d'autres interviews exclusives et reportages inédits. À bientôt.